Le premier mot qu'on apprend chez Hyundai, c'est pali pali, qui veut dire vite vite. Et donc l'échelle de temps dans une boîte coréenne, elle est presque à la semaine. Donc il faut être très agile. Hyundai Motor Company est un célèbre constructeur automobile sud-coréen. Né en 1967, c'est aujourd'hui le 3e groupe automobile mondial. La marque se différencie en proposant une large palette d'offres énergétiques et vise une neutralité carbone d'ici 2045. Aujourd'hui, Théo rencontre Clémentine Antunes, directrice marketing et communication chez Hyundai Motor France. Elle nous parlera de la modernisation de leur mix média, du rôle majeur des data pour leur stratégie marketing, mais également de l'importance de l'agilité en entreprise. Clémentine, enchanté. Merci également. beaucoup de nous recevoir dans les locaux de Hyundai France. Alors, donc, vous êtes directrice marketing de Hyundai. Ça fait donc quasiment 8 ans que vous êtes dans la boîte, peut-être un petit peu plus. J'aimerais commencer par lire une partie de votre profil LinkedIn qui est très fourni et qui m'a donné en fait une bonne trame pour construire un petit peu cet entretien. Donc, j'ai lu dans une partie de votre expérience une écriture qui disait « En tenant compte des enjeux de mobilité, j'établis la stratégie marketing à laquelle contribue la communication média, e-commerce, le CRM, les relations presse, l'événementiel, le produit et la data. J'ai intégré la data au cœur de notre écosystème et le client au centre de nos réflexions afin de proposer une expérience client améliorée et personnalisée. » Est-ce que ça résume bien votre travail? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ça résume bien les enjeux, en tout cas. Ouais. et du coup, forcément, ça résume les enjeux, ça résume les priorités qu'on va mettre au sein de la direction stratégie marketing. En fait, clairement, l'industrie automobile, elle est à un tournant. Elle est à un tournant technologique. Elle est à un tournant par rapport aux attentes des consommateurs. Et elle est aussi à un tournant par rapport aux réglementations. Le premier, c'est technologique. On a de plus en plus aujourd'hui de motorisations disponibles à la vente, et un client du coup peut avoir accès maintenant à de l'hybride, à l'électrique, à de l'hybride rechargeable. Et quand je dis accès, c'est que ce n'est plus réservé maintenant aux voitures premium ou voitures avec des tarifs très élevés. C'est des choses qui sont accessibles. On est aussi à un tournant face à nos consommateurs qui maintenant se posent la question de la mobilité, alors faut pas prendre cette vue trop parisienne non plus, parce que tout le monde n'a pas accès au transport en commun et au vélo. Et parfois, ça me fait un peu doucement sourire quand j'entends des spots radio en pleine campagne avec l'info sur le Polluscore et qui dit « pensez à covoiturer » ou « si possible, prenez le vélo ». Je pense toujours à un bon nombre de Français sur des routes nationales qui doivent se dire « j'aimerais bien, mais c'est quand même pas possible ». Les consommateurs, ils veulent être libres. On l'a vu depuis le Covid, qui a quand même changé un certain nombre de choses. La voiture est devenue synonyme de la mobilité, mais aussi de la liberté. Et donc, on a maintenant une vue des Français sur l'automobile comme une voiture qui leur permet d'être libres. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont consommer comme avant. Donc, ça veut dire que potentiellement, ils vont consommer en se disant « est-ce que j'en ai besoin? Oui, non. Quel type de gabarit? Est-ce que je vais en prendre une, deux? Est-ce que j'en ai avoir une électrique et une thermique ?» Il y a ces réflexions-là. Alors, on nous a parlé d'autopartage pendant un temps. Maintenant, on voit qu'il y a d'autres formes en fait, de mobilité qui sont en train d'arriver et il faut sentir la tendance pour se diriger face à cette nouvelle population qui va potentiellement faire de la location de voitures moyenne durée, courte durée, flexible, etc. Troisième point, c'est la réglementation, parce que l'automobile, elle est face à des gros enjeux de réglementation qui sont des enjeux de bonus écologique, avec une revue du bonus à la fin de l'année avec des voitures qui étaient éligibles, pas éligibles. Et il faut que votre voiture soit produite en Europe pour qu'elle soit éligible, ce qui est le cas chez Hyundai pour Kona électrique, mais ce qui n'est pas le cas de toute l'industrie automobile, y compris un Dacia qui appartient à Renault et qui fabrique sa voiture en Chine. Et il y a des enjeux aussi de malus au poids des véhicules qui font que du coup, on a besoin aussi d'adapter l'offre par rapport à des Français qui n'auront pas forcément envie de payer un malus pour s'offrir cette liberté. Donc voilà les enjeux un peu de l'industrie auto. Et après, on a les enjeux de la direction marketing, qui est force de proposition et qui doit amener la transformation de l'entreprise. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas là que au service du business, mais on doit être là aussi en moteur du changement. Et donc, effectivement, ce qui est résumé dans ma biographie, c'est de se dire la stratégie marketing de chez Hyundai, elle intègre des enjeux de données clients, pour pas dire le buzzword data, mais la donnée client qui doit être au cœur de notre réflexion. Qui sont nos clients Hyundai? Quelles données j'intègre, j'harmonise, j'enrichis et j'active? Et quelles
type d'expérience on veut leur offrir. Et c'est bien sûr lorsqu'ils achètent la voiture, mais même en amont, quand ils commencent à se renseigner, quand ils découvrent la marque, quand ils commencent à être en interaction avec la marque. C'est pour ça qu'on a une grosse stratégie de partenariat, notamment autour du running, parce que le running, c'est un sport vertueux, parce que le running, c'est un sport qui est accessible pour tous, parce que le running, c'est un sport qui correspond bien à notre clientèle techno, qu'on va aller chercher à travers la connectivité de nos voitures. Cette expérience, elle démarre aussi à ces moments-là, où tu es un peu engagé avec la marque lors de ces événements. L'expérience, elle va continuer aussi lorsque vous allez poser des questions sur votre recherche en ligne et que vous allez avoir des outils d'aide à la vente à distance, pour pas dire e-commerce, mais en tout cas dans cette capacité de pouvoir traiter le client à distance. Peut-être finir la vente en ligne, peut-être la finir hors ligne, mais en tout cas avoir apporté une expérience enrichie sans avoir eu besoin de faire venir le client en concession. Et puis l'expérience client, elle continue après. Enfin, tous ceux qui ont une voiture aujourd'hui diront qu'il y a une lune de miel, puis après, la voiture, elle est sale, et puis la première dépense, ça va être l'entretien d'un an, et puis ensuite, ça va être une révision, puis ensuite, ça va être des pneus à changer, et puis un contrôle technique, etc., etc., la fin de la garantie. C'est pas ça qui enrichit et qui rend positive l'expérience que vous avez avec votre voiture. Donc, en fait, il va falloir... On est en train de retravailler aussi toute l'expérience que vous avez avec la marque pendant toute la durée de vie de votre véhicule. L'expérience que vous avez au travers d'un programme de fidélité qui vous apporte des avantages, qui vous offre des événements exclusifs avec la marque, tout un tas de choses qui, du coup, rend aussi un peu plus positive et qui permet d'équilibrer et de mettre dans la balance tout ce qui est plus négatif et plus désagréable qu'une facture pour changer des pneus usés. Voilà, par exemple. Okay. Alors, on va parler en détail de façon de toutes les parties de votre travail et tout ce que vous venez de décrire. Sur la première partie, qui sont un peu l'évolution du marché de l'automobile, qu'est-ce que ça avait comme impact concret sur la façon de marketer Hyundai ? Alors, en fait, ces grandes évolutions sur l'équipe marketing, elles ont amené des grosses réflexions sur 3 sujets. Le premier, c'est un sujet donc technologique, de compréhension en fait des usages et des comportements des clients face à des nouvelles motorisations hybrides électriques. Parce que clairement, quand on a lancé notre première voiture qui était sous le même design, disponible en hybride, en électrique ou en plug-in hybride, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils savaient pas ce qu'ils voulaient et puis ils confondaient tout. Donc, il y avait un vrai travail de pédagogie à réaliser pour en fait expliquer ce qu'étaient les technos, et du coup, derrière ça, quels étaient les bénéfices et quels étaient les bons usages. On a vu plein de gens arriver en disant « je veux une électrique ». Ah oui, d'accord. Et puis quand on commence à creuser, mais en fait, pourquoi ? En fait, l'usage n'était pas adapté. Ou à l'inverse. Non mais moi, je veux surtout pas un électrique, je veux un hybride, ou je veux un plug-in hybride, je veux un hybride qui se recharge. En vrai, l'hybride rechargeable, ça a du sens que si vous faites pas que de l'autoroute. Rapidement, si vous faites de l'autoroute, vous allez plus consommer qu'un hybride. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, il y a eu tout ce travail de pédagogie, de contenu à réaliser et d'audience à aller chercher précisément pour pouvoir amener à convaincre. C'est le premier changement. Le deuxième changement, ça a été l'environnement des médias. Je suis arrivée dans l'entreprise en 2015. Notre mix média, c'était 80% de télé, 20% de digital. Et c'est à peu près... les ratios aujourd'hui de l'industrie automobile dans ses investissements publicitaires. Pourquoi ? Vous avez une explication de ça ? Certains diraient que c'est parce que l'industrie automobile a encore trop d'argent. Voilà. Et d'autres diraient qu'en fait, c'était difficile de cibler précisément par rapport au véhicule le bon client. Et donc, du coup, la télé étant un mass média et en France, le premier média consommé, finalement, les investissements se faisaient sur ce média-là. Et c'est pas un tort. Maintenant, j'arrive en 2015, on est challenger, on vend principalement 2 voitures, on vend 25 000 voitures, ou pas loin. Aujourd'hui, on en vend plus de 50 000 et on médiatise, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on médiatise entre 8 et 10 voitures tous les mois. On a fait un énorme changement. Aujourd'hui, j'ai un mix média qui fait 50% de télé, 25% de digital, 25% de social. Donc, et ce n'est pas la tendance de l'industrie auto. Mais ces nouvelles tendances médias,
ces nouveaux acteurs, les nouveaux ciblages possibles et cette mesure m'a amené en fait à revoir la stratégie marketing en intégrant en fait beaucoup plus de digital et de social et en intégrant aussi du coup une nouvelle façon de cibler le prospect, de lui apporter le bon contenu, de le faire venir sur le site. Donc c'est le deuxième changement majeur qui a été entrepris au niveau marketing. Le troisième, et on est dedans, mais il n'est pas encore complètement craqué parce que c'est pas si simple, c'est ce besoin de sortir de la publicité. Et quand je vous dis ça, j'entends le côté annonce publicitaire. Les gens sont de plus en plus réfractaires à la pub. Il y a pas longtemps, il y avait une étude qui disait que finalement 14% des gens croyaient en la publicité. Donc, c'est pas beaucoup, contrairement à 90% qui suivent les avis d'un tiers, d'un proche, d'un influenceur, d'un journaliste, etc., etc. Donc, repartir du postulat de départ de ne faisons pas de pub, mais parlons vrai, c'est le troisième changement qu'on est en train d'opérer, d'avoir une communication beaucoup plus authentique, une communication de proximité, un discours de vérité, notamment sur tout ce qui est engagement RSE au sens large, parce qu'on ne peut pas être un leader des voitures électrifiées comme on est aujourd'hui au niveau groupe, sans avoir une posture en fait aussi de leader des enjeux environnementaux et sociétaux. C'est pas que l'écologie, mais voilà, les gens, on a besoin de leur parler de vérité. Donc ça, c'est aussi un grand changement qui a été opéré et qui continue d'opérer parce que c'est pas évident. Ok, donc si je récapitule, je vais reprendre dans le sens inverse à ce que vous venez de dire. Sortir de la publicité avec un discours qui est plus général et pas juste commercial, avec plutôt des messages de marque axés autour de la RSE. Changer le mix marketing. Donc si je caricature, il est passé de 80% TV à 20% digital à 50% TV, 25% digital, 25% social. Et d'ailleurs, la différence entre digital et social, alors, pour moi, c'est assez clair, mais en tout cas, c'est le parti pris que j'ai pris. Ouais. Je considère tout ce qui est réseaux sociaux, y compris Twitch, y compris YouTube, comme des plateformes sociales qui permettent effectivement de toucher des prospects avec des contenus différents versus le digital où on va aller sur des sites de publishers avec de la publicité plus classique. Très clair. Et donc, par exemple, le Google Ads, vous le mettez dans digital. Dans digital, ok. Et ensuite, l'enjeu technologique qui était de faire comprendre votre gamme produit aux consommateurs, c'est ça? Exactement. Et pas que produit, il y a aussi le côté quel type de consommateur on va toucher. Et voilà. Et là, la donnée et la data dont on reviendra. Vous me faites une excellente transition, c'est magnifique. Je voulais parler. Je veux pas utiliser ce mot data comme un buzzword parce qu'il est tellement galvaudé aujourd'hui, mais repartir de la donnée client. Ça vaut tellement de l'or aujourd'hui que c'était un point important pour moi dans la transformation de l'entreprise d'investir sur ces sujets-là. Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence Kudak. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 € par an en publicité. Mon travail, c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur nos studios créatifs, le labo et notre département tracking pour proposer à nos clients une expertise growth e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 130 mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darrel, Perifit, Fursac, Legal Start, Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description. J'arrête de t'embêter, on reprend l'épisode. Alors, en effet, on est dans votre bureau et donc pendant qu'on était en train de préparer le setup du coup de cette interview, j'ai vu qu'en effet, cette équipe data, elle prend une partie importante de cet organigramme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'elle est organisée et sur quel type de projet est-ce qu'elle travaille dans le but d'accomplir cet objectif de connaissance client? Donc, l'équipe marketing, elle couvre les sujets produits, relations presse, partenariats sportifs, événements, communication au sens large, donc médias, créa, site web et e-commerce, réseaux sociaux, l'équipe CRM, PRM, les relations clients et la data. Voilà un peu tous les pôles de compétences que l'on a. Pour 30 personnes à peu près au total, c'est ça? 30 personnes au total, et réparties avec une super équipe de head-off dont je suis particulièrement fière et admirative aussi de leur implication pour pouvoir faire progresser l'entreprise. L'équipe data est arrivée, en fait, au début, elle était en agence et gérer des cas d'usage médias. Et donc, le média avait besoin d'améliorer son efficience, donc a commencé à louer des services de data pour pouvoir améliorer sa compréhension de la conversion d'un ID média en vente offline, et puis du coup, voir en fait les incidences des choix médias qu'on pouvait faire. Ça, c'était la genèse du sujet en 2021. Et puis, on a réalisé, il y a 1 an et demi maintenant, un appel d'offres en disant 3 choses. Je veux désormais une équipe data
internalisé, capable d'évangéliser en fait l'entreprise, de s'instruire aussi sur les enjeux de l'automobile qui sont particuliers pour pouvoir ensuite cruncher de la data et réfléchir à des cas d'usage en lien avec nos enjeux business. On voulait aussi une équipe data capable de monter un projet de CDP parce que là, c'est le global qui arrivait avec un besoin de mener une CDP, de plateforme data. Et donc, pour pouvoir la mettre en place, j'avais besoin aussi data analystes qui étaient capables de comprendre l'intérêt et de faire entrer des cas d'usage dans la CDP. Ça aussi, c'était un autre buzzword, mais mener une CDP, si vous n'avez pas la maturité pour pouvoir collecter, harmoniser et activer la data, ça ne sert à rien. Donc, il fallait être sûr d'avoir les bonnes ressources pour pouvoir mettre en place l'outil. Et puis, le troisième enjeu qu'on leur a donné aussi, c'est de pouvoir, du coup, nous créer aussi une stratégie d'amélioration de ces enjeux data qui vont de la gouvernance à la mesure, de l'enrichissement de la base de données CRM à l'activation média, etc., etc. Donc, on a réalisé un appel d'offres auprès de différentes agences et on a sélectionné l'agence qui a été la plus pertinente dans son offre, qui nous accompagne aujourd'hui, avec une équipe qui est complètement intégrée et dédiée au sujet Hyundai et qui est en train de monter cette roadmap qui va nous amener à 4 ans d'amélioration de notre connaissance. Globalement, gagner en maturité et prouver qu'une donnée client a une véritable valeur et un ROI, sans parler de la monétisation, mais une valeur déjà de la donnée et un ROI, ça prend 4 ans. Parce qu'il y a des enjeux de construction, des enjeux d'apprentissage, il y a des enjeux d'autonomie, il y a des enjeux d'automatisation aussi de tout cela et de monter en puissance pour pouvoir nous assurer d'être dans la bonne direction. Donc, on a 4 ans pour faire les choses. Là, c'est la première année. L'équipe a fait un travail formidable. Formidable, quand je dis formidable, c'est parce qu'en 1 an, on a une plateforme data qui la sort, on a une architecture data qui sort, on a des process de fluidification des collectes de données et des harmonisations de données, on a des premiers cas d'usage qui ont été réalisés pour le compte du CRM, pour le compte du scoring électrique, pour le compte du média, pour le compte de la personnalisation du site web. Donc, ils ont déjà pu toucher du doigt des cas d'usage data. Ça peut être intéressant qu'on détaille un peu peut-être ces cas d'usage si on peut communiquer dessus. Parce que alors, je donnerai pas de chiffres confidentiels, mais je peux en parler très justement. En fait, quand ils sont arrivés, il y a 1 an, ils ont passé 6 semaines à faire des workshops avec différentes personnes de l'entreprise pour comprendre les besoins des experts métiers. Et eux-mêmes, pour présenter leurs compétences et leur expliquer aux experts métiers ce qu'était le travail des data analystes. Clairement, ici, on est dans une entreprise, dans une filiale commerciale où on n'a pas ce genre de compétences, d'expertise. Et du coup, c'était un nouveau monde qui s'offrait aux experts métiers qui ont pu candidement expliquer leurs enjeux. À l'issue des workshops, ils ont défini... au début, on était sur 18 cas d'usage, je crois. Si je compte à la fin de l'année, il y a eu 62 cas d'usage demandés. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai une nouvelle idée, puis j'ai un nouveau besoin qui apparaît, et tant mieux. Ça veut dire que les gens se sont emparés du sujet et ont compris l'intérêt finalement des cas d'usage data pour leur métier. Donc, ils ont défini un nombre de cas d'usage pour l'année et ils les ont priorisés sur l'impact business et sur la simplicité pour les mettre en place. Puis ensuite, ils ont créé du coup toutes les architectures nécessaires pour pouvoir réaliser ces cas d'usage. Et si je rentre un peu plus en détail, on a eu des cas d'usage où on est allé chercher de l'open data gratuite et de la data payante pour enrichir notre base de données CRM qui n'était pas forcément travaillée correctement. Et donc, enrichir de code postal, enrichir d'adresse email, enrichir sur des données comportementales. Et donc, tout ça pour pouvoir nous amener du coup à mieux connaître déjà nos clients existants. Ça, c'est un cas d'usage. Un autre qui a été sur la personnalisation du site web entre les acheteurs électriques versus les acheteurs de non-électriques. Ils n'avaient pas le même type de comportement, mais il fallait modéliser ça et voir en fait quel type de page, quel temps passé, quelles informations étaient plus intéressantes pour ces clients-là versus le reste, pour qu'on puisse adapter notre site web. On a eu des cas d'usage médias aussi, avec des scorings, des appétences à l'électrique, et donc prouver en fait par A/B test
qu'on était capable de mieux toucher le prospect qui convertissait en vente grâce au cas d'usage data, etc., etc. Donc, il y en a d'autres, mais voilà un peu tout ce qu'on a réalisé. D'accord, très clair. Alors, on continue du coup sur le second point qui était l'évolution du mix média. Aujourd'hui, alors combien de temps ça a pris de rééquilibrer ce mix média de 80-20 en 50-25-25 et aujourd'hui, comment est-ce que vous en mesurez l'efficacité et comment est-ce que vous prenez ces décisions sur ce sujet? Il faut que je fasse appel à ma mémoire. Ça a pris... donc ça fait 8 ans et demi, tu l'as dit, que je suis dans l'entreprise. Ça fait 2 ans que je suis à la direction marketing et communication. Avant cela, j'avais le poste donc, de Head of Brand and Strategy and Communication. En fait, à ce moment-là, je pense que ça a pris 3 ans. 3 ans pour qu'on soit moins dépendant de la télé. Et 3 ans pour qu'on soit plus mature sur le sujet de la programmatique. Parce que acheter en programmatique, c'est pas simple non plus. Et pour pouvoir challenger les agences et pour pouvoir s'assurer du bon ROI des investissements digitaux, il fallait bien comprendre les KPI de mesure de la programmatique et pouvoir les challenger. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Le coût au clic, le coût à la vue me suffisait peu. Il fallait que j'aille jusqu'au lead pour pouvoir me dire qu'il y avait une vraie efficacité. Donc ça a pris 3 ans. La programmatique a beaucoup évolué aussi. Donc ça a permis aussi de prouver ce que l'on faisait. Et puis surtout, j'avais pas de social du tout à ce moment-là. Donc on se remet en 2017. 2017, arrive le lead ad de Facebook, le formulaire intégré dans Facebook, c'est génial. On voit ça avec un recul en se disant, est-ce que réellement nos acheteurs vont aller remplir un formulaire d'essai sur Facebook? La preuve en est, c'est que oui. Et donc, au fur et à mesure aussi, on a pu améliorer notre targeting qui venait de différents canaux et la mesurer. La chance aussi que j'ai, c'est que je suis dans un groupe qui croit beaucoup en l'innovation et à l'approche de test and learn. Et donc, pour faire évoluer ce mix média en 3 ans, j'ai pu faire un tas de test and learn possibles, successful ou pas, mais qui m'ont permis du coup de dire, bah ok, j'ai fait ça, j'ai mesuré, ça fonctionne, donc je continue, donc je vais rallouer un peu plus d'argent. Et ils sont très forts dans la mesure de ce que l'on fait, et du coup, ça nous drive tous sur l'euro investi et la mesure générée en leads, qui est le Graal dans l'automobile, on va dire la demande d'essai de véhicules, qui me permettait de dire qu'effectivement, par rapport à la télé, où j'ai naturellement un trafic sur le site internet qui progresse, naturellement un volume de leads qui arrive, ok, j'ai aussi un certain nombre d'investissements connexes en digital, en social, qui m'amènent aussi des demandes d'essai à des coûts qui sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la télé. D'accord. Et donc le 50% qui reste quand même en télé, du coup là-dessus ça reste obscur, compliqué de mesurer un coût par lead. Alors maintenant, maintenant, grâce à la data, ça fait aussi partie des cas d'usage qui sont déployés. Je peux réconcilier une certaine partie de mes investissements télé sur le lead et sur la vente générée après. Mais disons que il faut pas non plus réduire l'investissement télé uniquement à la demande d'essai et à la vente short terme. Il y a aussi tout un aspect de visibilité, de mémorisation de la marque qui reste nécessaire, surtout sur des pics de saisonnalité. Donc voilà. D'accord. Ok. Et donc vous le disiez donc sur le troisième point qui était sortir de la publicité, avoir un discours un peu plus large sur Hyundai et ses engagements. Est-ce qu'on peut les récapituler, un peu en parler En fait, le groupe Hyundai s'est engagé très fortement à électrifier toute son offre et à aller sur de la neutralité carbone d'ici 2045, comme bon nombre de constructeurs auto, et ils investissent très fortement là-dessus. Le groupe Hyundai aussi a investi sur de la mobilité, on va dire, différente avec Supernal et donc avec des drones, donc avec des engins volants maintenant qui vont pouvoir aussi apporter une nouvelle mobilité en plus des voitures. Ça me touche un peu moins, mais voilà, c'est là où va le groupe. La vision de la marque Hyundai, c'est Progress for Humanity. Alors en anglais, ça sonne très bien. En français, le progrès pour l'humanité venant d'une marque automobile, c'est un peu moins un peu moins high level, voilà. Mais en revanche, ça conduit quand même beaucoup notre posture de marque partout dans le monde. Progress for Humanity, ça veut dire aussi
faire attention au bien-être des gens. Ça veut dire aussi offrir une mobilité qui plaît, convient aux gens dans une notion de progrès. Donc, ça veut dire qu'on est sponsor du running, et j'en parlais un petit peu en introduction, mais être sponsor du running, c'est pas rien. On sponsorise 6 courses nationalement, on sponsorise 200 courses localement. Notre réseau nous suit, s'implique. Ça veut dire que on va aller parler à une cible de runners de la mobilité vertueuse au travers des véhicules électriques. On va montrer que c'est une manière de continuer à être libre, mais en faisant un geste pour la planète, puisqu'on ne consomme pas. Quand vous dites localement, ce sont les concessions ? Ouais, exactement. Ok, et c'est intéressant ce point-là sur les courses. C'est quelque chose dont vous attendez un ROI ou c'est simplement de la dépense pour justement servir ce troisième objectif ? C'est une excellente question. En fait, c'est un sponsoring et des activations qui attendent un ROI d'un point de vue image de marque, notamment sur la cible des éco-responsibles, ceux qui sont un peu plus engagés sur l'écologie, donc sur l'environnement plutôt. Donc en fait, on mesure ça aussi au travers d'un outil, l'engagement du running et la manière dont ça peut agir sur la perception de la marque. La perception de marque, ouais. D'accord. En fait, on fait appel à un outil qui s'appelle YouGov et qui nous montre du coup quasiment en temps réel, on analyse ça de manière trimestrielle parce que ça a moins de sens sinon, en fait, la manière dont la marque est considérée par différents panels. On a des panels d'intentionnistes automobiles, on a des panels de runners, on a des panels de personnes plus engagées dans l'environnement. Donc, on a cette capacité-là à avoir. Et ça, c'est un objectif qui est à part de l'objectif d'avoir purement des leads en fait, qui vont essayer des voitures ? Exactement. D'accord. Et comment les deux s'entretiennent ? Est-ce que le but, c'est d'avoir des gens qui ont une perception positive de la marque pour que le jour où ils ont envie d'essayer une voiture, ils pensent à vous ? C'est ça ? Alors, de toute façon, c'est exactement ça. De toute façon, on n'oppose pas l'objectif de lead à court terme avec l'objectif d'améliorer la connaissance et l'image de la marque. Donc, on parlait de télévision tout à l'heure. Quand je fais de la télévision, c'est aussi pour améliorer l'image, enfin, la visibilité de la marque et l'image de la marque. Quand je travaille sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour travailler la familiarité, la compréhension de ce qu'est la marque et l'image. Quand je vous parlais tout à l'heure de sortir de la publicité classique et travailler sur des contenus authentiques, etc., c'est aussi pour pouvoir servir le discours de familiarité, donc vraiment de comprendre ce qu'est derrière la marque. Connaître Hyundai, c'est bien sûr, c'est toujours bien d'avoir une notoriété spontanée, mais c'est pas suffisant en fait. Ok, H, Hyundai, et donc quoi ? Ça suffit pas. En revanche, de savoir que Hyundai, c'est une marque qui est technologiquement avancée, que c'est une marque qui propose toutes les motorisations, que c'est une marque qui est aujourd'hui qui a des voitures qui sont séduisantes, ça c'est important. Donc de pouvoir rentrer dans ces discours-là, c'est pas une pub de 30 secondes à la télé qui va faire le job, c'est la multiplicité des actions qu'on va avoir localement sur le terrain, et le running nous a semblé être la bonne approche pour les toucher autrement que de faire venir les gens en concession pour essayer une voiture. D'accord. Et donc ça rentre dans... Alors, qu'est-ce qui s'en charge ? C'est l'équipe PR ? C'est l'équipe relations presse et partenariats sportifs. Ok, d'accord. Et donc, typiquement, cette équipe-là, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Qu'est-ce qu'elle traque comme indicateur ? Alors, elle traque tous les indicateurs en fait, de visibilité ou de personnes touchées, et notamment avec leur travail fait sur les campagnes digitales ou leurs campagnes qui sont co-brandées avec Géo ou avec le podcast Dans la tête d'un coureur aussi. Oui, c'est excellent, je l'écoute beaucoup. Oui. Ou avec des influenceurs qui communiquent beaucoup. Donc, on a ce KPI de visibilité. Ensuite, on a un KPI d'engagement et la manière dont les gens vont réagir aux jeux concours, commenter les posts des influenceurs, tenter de gagner des dossards pour participer aux courses. Et puis ensuite, on a un objectif aussi de présence, et donc on va appeler ça de conversion, des personnes qui vont courir avec le dossard sous le maillot Hyundai, qui vont, lors des courses, s'inscrire pour tenter d'avoir leur musique préférée lorsqu'ils vont passer sous l'arche Hyundai. Ça, c'est l'activation préférée de tous les runners. Et nous, ça nous permet de gagner des data, donc si on parle de ROI, et de la valeur d'une donnée. Je le retrouve in fine en bas du funnel au moment où les gens participent avec nous aux courses de running. D'accord. Et alors moi, je suis assez intéressé parce que vous avez une équipe comme de 30 personnes, de comprendre quel est votre rôle à vous
principalement dans l'interaction, j'imagine, de toutes ces équipes qui reportent à vous. Comment est-ce que vous organisez le travail pour tout le monde? Est-ce que l'échelle, elle est trimestrielle? Est-ce qu'elle est parfois plus courte que ça? Comment ça marche, le pilotage d'une équipe de cette taille? Alors, pour parler déjà du temps, le premier mot qu'on apprend chez Hyundai, c'est pali-pali, qui veut dire vite. Et donc, l'échelle de temps dans une boîte coréenne, elle n'est pas au trimestre, elle n'est pas au mois, elle est presque à la semaine. Donc, il faut être très agile. Donc, c'est mon premier mot, c'est la manière dont j'agis aujourd'hui avec les équipes, c'est que je leur demande de l'agilité. Et donc, certes, il y a 30 personnes, il y a aussi plus d'une 50aine de personnes qui travaillent sur le compte Hyundai en agence. Donc, ça veut dire que chaque personne doit être autant impliquée que le reste du groupe. Ça, c'est mon premier point. Parce qu'on est dans un monde qui bouge, on en a parlé un peu en préambule, et on est dans un monde où l'agilité va être une valeur d'efficacité. Parce qu'il va falloir pouvoir réagir et de manière maligne très rapidement. Ça, c'est mon premier point sur l'agilité. Après, le second, c'est... Moi, j'ai un management de proximité avec les équipes et de cohérence. Il y a une stratégie marketing que je définis un peu au crayon papier en me disant, bon voilà, les enjeux de l'année prochaine, ils sont là. Nos enjeux aussi d'équipe marketing dans un monde média, dans un monde marketing qui évolue, et ils sont là. Et je l'expose à mes head-off. Et chaque responsable d'équipe, du coup, va interagir, va dire, bah, moi, j'y contribue en faisant ça et ça et ça. Moi, j'y contribue comme ci, comme ça. Et ils en discutent entre eux. Et là, la synergie se fait. Et après, ils peuvent ensuite donner les directions à leurs équipes beaucoup plus simplement parce que tout ça a été discuté et tout ça est cohérent par rapport à la vue de là où on veut aller. Et donc, je ne vais pas forcément vous décrire toute la stratégie marketing de Hyundai de cette année, mais une fois qu'elle est définie, alors la contribution de chacun est très très claire. Ma spécificité, c'est que je suis devenue patronne de mes pairs aussi. Donc, on ne se comporte pas non plus de la même manière que si je venais de l'extérieur. Ils me connaissaient à mon ancien rôle pour la plupart, et même si les équipes ont été partiellement renouvelées, c'est des gens qui savent d'où je viens, et moi, je sais qui ils sont et ce qu'ils valent. Et donc, je n'ai pas non plus tout révolutionné. Il y a des choses qui fonctionnent très bien et je les laisse faire, et des choses sur lesquelles je peux peut-être faire gagner un peu en termes d'efficacité ou de cohérence, sur lesquelles je travaille beaucoup. Et ensuite, ces 30 personnes-là, je les drive sur 2 sujets. 1, l'innovation. Donc, on ne se repose pas sur ses lauriers. Le e-commerce, c'est quoi? Demain, comment on accélère le e-commerce? On cherche des solutions. On a un modèle qui sous-performe parce que là, on n'est pas au trait d'un point de vue média. On fait des test and learn. On a besoin d'améliorer l'expérience client. Et dans l'automobile, il n'y a pas beaucoup de best practices. Allons les chercher ailleurs. Moi, je les fais travailler vraiment sur l'innovation. Et mon deuxième sujet sur lequel je les fais travailler, c'est la data. Et en fait, c'est d'intégrer la data au cœur de chacune des réflexions. Que je sois en discussion pour un contrat de course de running, que je sois en train d'ajouter une nouvelle page sur un site web, de monter une plateforme de e-commerce sur le véhicule d'occasion, que je sois à la tête d'une activation CRM, je dois à chaque fois réfléchir data. Pour être plus efficace, en fait. Pour mieux mesurer. Donc, en amont et en aval. Et donc là, à force d'évangéliser, à force d'intégrer, à force aussi de les faire toucher concrètement du doigt ce qui est un projet data, bah, je les fais progresser comme ça. Ok. Pour juste parler un peu plus en détail du premier point sur l'agilité, le fait d'être capable de réagir, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner là-dessus? Il y en a plein des exemples. Il y en a tous les jours. On en a encore un là ce soir parce qu'on est en train de revoir une offre commerciale et qu'on veut être encore plus pertinent et que chaque jour compte. Et il y en avait encore hier, puisqu'en réunion CRM, on a changé de priorisation pour pouvoir faire passer un projet de marketing prédictif qui nous tient à cœur pour mieux intéresser du coup le client et mieux personnaliser l'offre pendant sa durée de vie de son véhicule. Tous les jours, il y en a. Une opportunité de pouvoir montrer une voiture, on organise un essai, et ben hop, c'est parti. On intègre des influenceurs, comment on va les toucher, machin, quel type de contenu on va faire, hop, c'est parti. Et la notion du temps est très, très, très différente d'autres entreprises. On s'en parlait avant de démarrer les caméras, mais il y a un lien aussi avec le fait que ce soit une boîte coréenne. Ouais.
C'est quelque chose qui est très infusé par la culture coréenne, ça? Oui, c'est culturel. C'est culturel. Les Coréens, ils ont plusieurs particularités. La première, c'est qu'ils la jouent collectif. Donc, c'est pas l'individu qui prime, c'est le groupe. Donc, c'est ce que vous faites chacun d'entre vous pour participer au résultat collectif. Et donc, du coup, ça amène aussi une forme de responsabilisation de chacun pour faire, plutôt que d'autres boîtes où ça va être la notion de qui je suis et qui je connais pour pouvoir progresser ou pour pouvoir montrer que je fais bien mon travail. La deuxième particularité, c'est que c'est des gens qui travaillent beaucoup et qui travaillent et qui existent aussi au travers du travail et qui, du coup, n'ont aucun problème culturellement à réagir, qu'il soit vendredi à 22h, qu'il soit dimanche, un matin très tôt. C'est des gens qui, face à une problématique, quelle qu'elle soit, problématique d'approvisionnement, de production, de coût des matériaux, une opportunité de lancement de produit, un changement de date de lancement de produit, c'est arrivé aussi. C'est des gens qui réagissent très très vite. Donc du coup, ils ont ancré ça dans l'ADN de la boîte, d'être capable de décider vite pour mettre en place très vite. Alors c'est très appréciable, parce qu'ici on perd pas de temps lorsqu'on a une envie, un test à réaliser, s'il est bien monté en fait dans l'argumentaire et qu'il est mesurable, alors j'ai des équipes qui tous les jours me montent des test and learn, et pour leur plus grand plaisir, parce que du coup ça leur permet aussi de découvrir et de s'améliorer. Mais il faut que ce soit fait vite, il faut que ce soit mesuré. Et ils ont cette capacité de pouvoir le faire parce que l'entreprise décide vite. Ça veut dire aussi que parfois, c'est pas très confortable parce que une entreprise coréenne comme la nôtre a peu de process d'anticipation par rapport à des sujets, puisque justement, ils sont habitués à réagir. Donc, charge à nous aussi de documenter, de monter des process, de monter des flux de décisions pour pouvoir en fait amener un peu plus de proactivité que de réactivité. Ok. Alors je saute du coq à l'âne, je voulais juste parler de l'expérience client parce qu'on en a parlé au tout début et je me le suis noté sur mon papier pour revenir dessus. Ou l'expérience marque, donc Hyundai dont vous parliez au début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui a été retravaillé dessus récemment? Qu'est-ce que vous avez compris? Et comment ça s'est descendu dans le travail des équipes? Alors une expérience client automobile, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécue, mais globalement elle se passe une fois que vous passez la porte d'une concession et que vous arrivez face à un vendeur qui va peut-être découvrir votre besoin et s'intéresser à votre achat et vous allez acheter. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment l'augmenter parce qu'aujourd'hui, le web au sens large permet à n'importe quel futur acheteur automobile d'avoir une première bonne impression ou pas de la marque et du coup le conditionner ensuite sur la marque qu'il va présélectionner avant de se rendre en concession. Google, depuis quelques années, explique qu'en fait, aujourd'hui, un client, il va sélectionner 3-4 marques sur le web. Il va potentiellement visiter 2 concessions et de moins en moins, en fait. Et puis, faire réaliser un essai. Donc, ça veut dire que tout le travail en amont, il doit être enrichi pour pouvoir se rapprocher le plus possible des marques présélectionnées et puis des marques qui donneront envie aux clients de franchir le pas. Donc, fort de cet insight-là, on a réfléchi en se disant, OK, l'expérience client, elle est où? Alors, il y a des marques qui disent, bon, bah alors, il faut une direction expérience client. Oui, pourquoi pas? Et en même temps, l'expérience client, c'est un peu l'affaire de tous. C'est l'affaire de mon chef de produit qui va définir la manière dont on va construire la gamme, parce qu'il va s'adresser à une famille, qui va s'adresser à des jeunes, qui va s'adresser à des couples retraités. C'est l'affaire forcément de celui qui est sur le site web, parce qu'il doit offrir la meilleure expérience client à l'internaute qui va se rendre sur le site internet. Mais c'est aussi l'affaire de l'équipe CRM qui est en charge la communication qu'on va faire auprès du client, etc., etc., etc. Et ça, vous le démultipliez à tous les étages de l'entreprise. Donc finalement, on s'est dit non, en fait, l'expérience client, c'est pas l'affaire d'une direction, c'est l'affaire d'hommes moteurs avec un grand H qui tous vont œuvrer pour améliorer l'expérience client. Donc c'est passé par des outils digitaux, de chat, de vidéo chat, parce que mon prospect, quand il commence à s'intéresser à la marque Hyundai, il a peut-être des questions, il faut qu'on lui réponde de manière instantanée. Donc on a un nouveau chat qui s'est monté et un nouveau vidéo chat avec lequel le vendeur peut du coup répondre au client en disant bah oui, je vais vous montrer ceci, cela,
etc. Et puis déjà, on a un premier discours de proximité. J'ai pas eu besoin de faire mes 20 kilomètres pour aller discuter avec un vendeur. J'ai pu avoir la même interaction à distance. C'est passé aussi par des outils de e-commerce. Donc, on a aujourd'hui la capacité de pouvoir vendre en ligne un véhicule neuf avec son financement possible, avec sa reprise de sa voiture aussi possible, c'est nouveau, et vendre des véhicules d'occasion. On est le premier constructeur à pouvoir vendre de A à Z en ligne un véhicule d'occasion. Donc les véhicules de notre réseau sont visibles sur la plateforme Hyundai Promise et le client peut se dire moi j'ai un budget de 15 000, c'est une i20 bleue que je voulais, elle est là, je peux la réserver, je peux l'acheter, je peux me la faire livrer chez moi. Donc ça passe aussi par ces outils-là. Aujourd'hui, c'est une partie significative du business, cette partie-là? C'est pas une partie nouveau. Significative, Ouais. même si je suis quand même étonnée qu'on ait 5% de nos visites web qui soient uniquement dédiées sur cette plateforme de e-commerce VO. Donc c'est quand même pas rien. Mais on n'investit pas pour l'instant. En revanche, c'est une manière d'apporter un service enrichi au client. D'accord. Ça, c'est pour la partie outils. Puis ensuite, on a retravaillé aussi les process d'expérience client. Et donc, d'expliquer au réseau qu'en fait, le client, il a toute une partie qui est en ligne, puis ensuite, il vient chez vous. Il faut parler au client de son besoin, il faut s'intéresser à son besoin, il faut lui remettre une offre, il faut lui parler de ses avantages de rentrer chez Hyundai et du programme d'avantages clients dont je parlais tout à l'heure de fidélité. Il faut faire la mise en main du véhicule proprement et pas donner les clés et puis bienvenue, puis merci, au revoir. Voilà, donc il y a un peu tout ça. Et puis c'est vrai aussi à l'après-vente. Mon client qui vient à l'après-vente, même si je suis vendeur, je dois pouvoir l'accompagner, m'intéresser à lui, savoir pourquoi il est venu. Et puis il y a une notion de ressources où là aussi, pour parler d'expérience client et pour centrer sur la satisfaction, on a nommé dans les concessions des référents relations clients qui, en cas de pépin, parce que ça arrive, ou de questions, ou de mécontentement, sont les référents qui sont capables de pouvoir interagir avec notre équipe relations clients, mais qui font le front office face aux clients et qui sont capables de gérer cette relation-là. On a demandé à ce qu'il y ait des responsables marketing dans chaque groupe de concessionnaires. Parce que le marketing, c'est un métier à part entière et que ça ne peut pas être confié à des vendeurs, à des personnes administratives, parce qu'il faut connaître en fait la spécificité des médias, il faut pouvoir cibler correctement localement et il faut pouvoir agir sur le web. Avoir une fiche Google My Business, répondre aux avis Google, pouvoir travailler les réseaux sociaux, faire de la modération, ça aussi, ça fait partie de l'expérience client. Donc, on a cette triptyque qui marche toujours d'amélioration des outils, des process, des ressources pour pouvoir avoir un parcours enrichi, une expérience améliorée. On est en train de lancer aussi la capacité de pouvoir prendre un rendez-vous atelier directement en ligne sans avoir besoin d'appeler l'atelier. Bon, en soi, j'ai envie de dire, on le fait déjà pour aller au restaurant, on le fait déjà sur Doctolib, donc il était temps qu'on le fasse aussi dans l'automobile. C'est pas si simple parce qu'il faut connecter les agendas des ateliers dans les concessions avec notre site web, etc. Rentrer les bonnes opérations avec les bonnes durées, etc. C'est un peu complexe. C'est pas aussi simple que réserver une table pour 4, mais c'était attendu pour un consommateur. Ça, on est en train de le mettre en place. Voilà. Très clair. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai une dernière question avant de vous laisser tranquille pour cette soirée. Donc, Hyundai a la spécificité d'être une boîte mondiale. Aujourd'hui, quelles interactions vous avez avec les autres pays à la fois en Europe et peut-être avec le siège en Corée ou alors pas du tout? Alors, si, on a beaucoup d'interactions. Au quotidien, tout ce que l'on fait, on le fait en anglais. De toute façon, puisque c'est partagé avec notre regional headquarter qui est à Francfort et qui gère donc toute l'Europe. Donc les interactions avec mes homologues des pays, c'est des interactions qui sont quotidiennes, hebdomadaires, où on échange beaucoup entre nous et on grandit ensemble. Et puis avec l'Europe, parce qu'on est tenu d'avoir une stratégie aussi cohérente par rapport à celle de l'Europe, même si on va avoir des spécificités marché. Et puis on échange ensemble sur les investissements, sur les créations qui sont faites, sur le site internet qui est aussi géré par l'Europe, pour pouvoir du coup à chaque fois partager avec eux les mesures qu'on a fait localement
et puis les conversions de ce que l'on fait en vente, hein, puisque notre seul objectif d'ailleurs, c'est de vendre plus grâce à un bon marketing. Et les interactions avec le global, elles sont tout autres. Elles sont à la fois sur la représentation de la marque mondialement et la manière dont on va respecter la charte graphique, la tonalité de la marque, les événements, etc., etc. Et puis les interactions sont aussi fortes sur la partie transformation de data, parce que eux, ils insufflent aussi ce changement de mindset, d'architecture de la donnée, des outils en fait pour permettre de mieux collecter, de mieux valoriser les données acquises partout dans le monde. Donc on travaille aussi dans cette main dans la main dans cette connexion-là. D'accord. Et vous arrivez à apprendre des bonnes pratiques des autres pays, par exemple en Europe? Oui, alors en Europe, oui. En Europe, dans les autres pays, il y a des petits marchés comme la République tchèque par exemple, qui sont très forts en e-commerce. Et on apprend un peu d'eux, même si c'est des spécificités marchés qui sont un peu différentes, mais c'est intéressant. Et après, sur les marchés européens les plus importants, c'est nous qui sommes le plus en avance sur la partie digitale et data. Donc, c'est plutôt nous qui partageons nos best practices aujourd'hui pour essayer d'harmoniser un peu les ressources, les outils, les process qui sont mis en place. Parce que moi, mon rêve, c'est de pouvoir, du coup, m'enrichir d'autres cas d'usage data qui seraient faits par d'autres pays, parce que ça nous permet d'avancer et de tester là où on n'avait pas forcément testé. Bah écoutez, top. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout de cet échange. Merci pour votre temps. Avec plaisir. Encore une fois. Et on va s'arrêter là. Vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode des Bruits e-commerce. Salut à tous.